Napoléon, impérialisme, nationalisme et propagande. La légende napoléonienne. Parti de rien, un petit Corse, Napoleone Buonaparte, va conquérir le pouvoir en France et ensuite conquérir une grande partie de l'Europe, tout cela en quelques années, de façon fulgurante. Un véritable dieu de la guerre, un homme d'exception, qui peut tout, un homme supérieur qui maîtrise le destin et qui bouleverse la vitesse de l'histoire. Car Napoléon, effectivement, c'est le début de notre époque, de l'époque d'un temps accéléré. Sa rencontre avec des artistes comme David a permis de sublimer son image héroïque. On voit ici la représentation du franchissement du col du Saint-Bernard, Grand Saint-Bernard, lors de la campagne d'Italie, la deuxième campagne d'Italie, en 1800, où Napoléon affronte pour une deuxième fois les Autrichiens. On rajoute à cet exploit militaire une dimension héroïque permanente dans la propagande napoléonienne. Jacques-Louis David représente le sacre de l'empereur Napoléon Ier qui eut lieu le 2 décembre 1804. Il représente sur cette peinture le fait que Napoléon Ier a été couronné non pas empereur tout simplement, mais empereur des Français par la volonté du peuple. Le peuple est représenté assistant à ce sacre. Il s'agit donc d'une représentation idéalisée du pouvoir, d'une mise en scène. Bonaparte prononça le serment de fidélité à la République lors de ce sacre en se déclarant représentant couronné par la Révolution triomphante. Dès le départ, Napoléon mélange plusieurs types de propagande et le premier type de propagande qu'il utilise est la propagande de la res publica, c'est-à-dire que le pouvoir politique appartient à tout le monde, qui n'a pas abattu la République contrairement en 1799 lors de son coup d'État, contrairement à ce que racontent ses adversaires, et qu'il a été choisi par les Français comme empereur, qu'il y a eu effectivement un vote, plus précisément ce qu'on appelle un plébiscite, où on a l'occasion de répondre oui ou non, et que les Français l'ont choisi. Se faire couronner empereur permet aussi à Napoléon de stabiliser, de transmettre son pouvoir. Après des années de révolution, de renversement de gouvernement, de terreur, de chaos, stabiliser la France était très important. Napoléon apporte donc la paix. La paix non seulement en France, mais également avec les monarchies européennes, car n'étant plus un simple général arrivé au pouvoir par un coup d'État, il devient en fait un souverain comme les autres, qui peut traiter d'égal à égal. On remarque d'ailleurs sur la droite du tableau la présence d'ambassadeurs des puissances étrangères. En réalité, ces deux propagandes n'ont absolument pas fonctionné. Le sacre est un échec populaire, peu de joie et une ambiance plutôt morose à Paris lors des événements. Et au niveau diplomatique, aucun souverain étranger de grande importance n'a assisté ce sacre. Napoléon est toujours considéré comme un usurpateur, quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir à la place de la famille royale française. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le choc de l'exécution de Louis XVI en 1793. Et pour les souverains d'Europe, Napoléon représente toujours la République régicide qui a tué le roi. Et le fait d'avoir le pape ou d'avoir des ambassadeurs ou d'avoir ce sacre ne change absolument rien à leur point de vue. En réalité, le personnage le plus important, le groupe de personnages le plus important, c'est le personnage de Murat, qui tient dans les mains le coussin sur lequel repose la couronne impériale. C'est la propagande du pouvoir militaire, le pouvoir protecteur, qui en même temps n'est pas une propagande très irréaliste, car depuis le début des guerres révolutionnaires en 1792, le pouvoir militaire est omniprésent et protège la France dans cette guerre contre toute l'Europe. Comment la France a réussi à constituer une armée gigantesque et supérieure aux autres grâce à la conscription au service militaire obligatoire et au patriotisme la propagande patriotique qui fait que les soldats français se battent désormais pour défendre la France, pour défendre leur nation, pour défendre leur patrie, leur pays,
face à des armées qui restaient basées sur le modèle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des armées de mercenaires peu motivées par le risque. Napoléon, grâce à ses triomphes militaires en Italie, 1796, 1797 et 1799-1800, grâce à son triomphe plus tard après le sacre à Austerlitz contre les Autrichiens et les Russes en 1805, ou un an après à Iéna contre les Prussiens en 1806, toutes ces conquêtes, avant et après le sacre, permettent la construction d'un empire qui est une source évidemment de domination politique, économique et culturelle pour la France. C'est l'impérialisme napoléonien qui va lui assurer son véritable pouvoir, c'est l'armée qui lui apporte son pouvoir, ce sont ses conquêtes qui lui apportent sa popularité. Le peuple ne trouve pas cette cérémonie très réjouissante. Par contre, le peuple est enthousiaste au sujet des grandes victoires de Napoléon et de l'empire français qu'il a constitué en Europe. Il y a également une propagande de pouvoir spirituel, puisque le pape est présent. Napoléon rêve de reconstituer l'empire de Charlemagne. D'ailleurs, la couronne qu'il tient dans ses mains, c'est la couronne dite de Charlemagne. Et en même temps, il a des lauriers, comme un empereur romain, tel Auguste ou Constantin. Toujours le même rêve d'unification de l'Europe, empire romain, Charlemagne, un classique de la propagande royale ou ici impériale. Par le Concordat de 1801, Bonaparte avait réalisé un compromis avec l'Église, c'est-à-dire réinstaurer la puissance du clergé catholique en France. Napoléon sait que 80% des Français sont catholiques et qu'il ne sert à rien de mener une guerre de religion comme ce qui s'était passé pendant la Révolution, une sorte de guerre contre la religion. L'endroit où a lieu ce sacre, Notre-Dame de Paris, avait failli être démoli par les révolutionnaires pour montrer leur anticléricalisme. Mais le clergé ne revient pas en force. Le clergé catholique revient en France, il est soutenu par le pouvoir, mais il doit aussi se soumettre au pouvoir. Et d'ailleurs, la position du pape sur la peinture est tout à fait éclairante. Le pape est assis, il a un vague geste de bénédiction de la main droite, assez passif, et l'Église observe ce qui se passe, et c'est Napoléon qui couronne en réalité Joséphine. Au départ, David pensait représenter le couronnement de Napoléon. On en voit d'ailleurs ici une esquisse. Mais en réalité, ce n'est pas Napoléon qui s'est mis à genoux devant le pape, c'est le pape qui a béni la couronne, et puis Napoléon s'est couronné lui-même. Cette scène semblait un petit peu ridicule, et donc on a pensé à effectivement remplacer cette scène par la scène du sacre de Joséphine. Napoléon et Joséphine, couple assez extraordinaire né pendant la Révolution française, une véritable rencontre amoureuse, n'étaient en fait mariés que civilement. Il a fallu donc procéder à un mariage religieux en toute hâte la veille du couronnement. Et si Joséphine est représentée sur la peinture, c'est également probablement pour la propagande du pouvoir par hérédité, car l'autre but du sacre Napoléon, c'est non seulement de créer une nouvelle monarchie, similaire aux autres puissances européennes, mais c'est également d'avoir un fils pour pouvoir avoir effectivement la continuité de l'Empire. Napoléon a plusieurs fois été victime de tentatives d'assassinat, d'attentats. Il a donc très peur que toute son œuvre, tout ce qu'il a mis en place en France, disparaisse avec lui. Malheureusement pour Joséphine, la suite de l'histoire sera assez négative, car en 1810, devant l'absence d'héritier, Joséphine ne sachant plus avoir d'enfants, Napoléon divorce. Lui sait qu'il peut avoir des enfants car il en a eu avec ses maîtresses, et il va épouser la fille de l'empereur d'Autriche, François Ier, qui s'appelait Marie-Louise et qui devient impératrice en 1810. Ce mariage est encore plus prestigieux pour Napoléon puisqu'il épouse la fille d'un empereur, l'empereur d'Autriche, donc François Ier, qui était obligé d'accepter ce mariage suite à sa défaite lors de la bataille de Wagram en 1809. Et Napoléon aura d'ailleurs tout de suite un fils, un an après à peine ce mariage avec la jeune Marie-Louise. Son pouvoir par hérédité, sa propagande par hérédité a enfin fonctionné. À droite sur la peinture, les grands dignitaires. Toute une série de ministres, de conseillers, de fonctionnaires extrêmement importants qui vont faire fonctionner l'Empire. C'est le pouvoir politique réel dans cet empire. Napoléon va d'ailleurs leur accorder des titres de noblesse. On va parler d'une noblesse d'empire. La grande décoration, par exemple, la Légion d'honneur,
qui récompense le service à l'Empire. Et effectivement, c'est sans doute ce qui reste de plus important de Napoléon Bonaparte, en dehors de ses conquêtes, c'est son extraordinaire travail administratif et centralisateur. Napoléon, finalement, continue le travail de la Révolution française, et peut-être même aussi de la monarchie avant la Révolution, de centralisation et de mise en place d'un droit égal pour tous avec le Code civil, qui, effectivement, en 1804, symbolise effectivement cette centralisation administrative, la loi et la justice qui va être organisée de la même manière sur tout le territoire, d'abord français et puis impérial. Tous les pays d'Europe conquis par Napoléon vont adopter ce code civil. Et le code civil, néanmoins, contient deux exceptions majeures qui vont dominer tout le XIXe siècle. C'est la supériorité du patron sur l'ouvrier, triomphe de l'idéologie libérale, bourgeoise, etc. Donc liberté de commerce, liberté d'entreprise, mais uniquement pour ceux qui ont de l'argent, et le pouvoir de celui qui a de l'argent sur celui qui n'en a pas. L'ouvrier devient simplement le bras qui travaille pour de l'argent, pour un salaire qui est donné par le patron. Et puis une autre supériorité, c'est la supériorité du mari sur son épouse. C'est peut-être aussi ça le symbole qu'il y a avec Joséphine à genoux devant Napoléon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le Code civil, le droit de divorce existe, il avait été créé par la Révolution française, mais il ne devient accessible que au mari, l'épouse n'ayant comme recours au divorce que si elle arrive à prouver que son mari la trompe dans sa demeure familiale, ce qui est quand même un petit peu, ce qui est rare. Napoléon réintroduit aussi l'esclavage. Alors l'esclavage, c'est dans les colonies, c'est pas dans le code civil qui concerne le continent européen, mais on voit aussi qu'il y a un mélange entre, une nouvelle fois chez Napoléon, ces paradoxes avec des idées qui viennent d'avant la Révolution et parfois même des régressions, puisque peut-être que les femmes du 19e siècle finalement auront moins de liberté peut-être que les femmes du 18e siècle, ou en tout cas de la Révolution. Très important aussi pour l'Europe, comme héritage napoléonien, c'est l'unité des poids et des mesures. Une monnaie commune qui est créée, le franc, et donc effectivement une forme d'impérialisme économique, de domination de l'Europe par une monnaie, ou un essai d'unité de l'Europe par la monnaie, ce qui peut rappeler évidemment une situation plus actuelle. Et puis Napoléon, c'est une grande période d'essor économique, c'est le début de l'industrialisation en France, avec en même temps une politique économique de fermeture des frontières et de favoritisme par rapport aux produits français, évidemment, puisque l'impérialisme économique se base également sur l'enrichissement de la France au détriment des autres parties de l'Empire. En plus de ce pouvoir financier et du triomphe de l'idéologie bourgeoise libérale, on voit que Napoléon aussi est très paradoxal. Il est en même temps un vrai bourgeois libéral issu de la Révolution française et des idées des Lumières, et en même temps il a une conception du pouvoir qui est assez finalement ancestrale, car il confie beaucoup de pouvoir à sa famille, c'est le pouvoir familial. Ses 4 frères et ses 3 sœurs reçoivent des territoires, des mariages prestigieux, et finalement c'est par là que les premières difficultés vont arriver, puisque ce clan Bonaparte qui s'est emparé du pouvoir à Paris et à qui Napoléon confie des postes importants également en Europe, c'est de là aussi que les problèmes vont venir, puisque c'est la nomination de son frère aîné Joseph comme roi d'Espagne en 1808 qui va déclencher la première révolte contre Napoléon. Et cette guérilla espagnole, cette petite guerre qui, dans la péninsule ibérique, va causer les premières pertes pour l'armée française qui semblait relativement invincible jusqu'alors, car les Espagnols décident de façon très intelligente de ne pas affronter les Français de face, mais d'attaquer par surprise, la nuit, dans les montagnes, dans les forêts. Et ça devient effectivement une guerre très compliquée, où on ne sait plus faire la distinction entre les civils, entre les militaires. C'est une guerre de massacres, de villages brûlés, pillés, etc. Et dans laquelle l'armée française va petit à petit s'empêtrer. Et donc début des ennuis effectivement pour Napoléon. Au départ, ça semble tout à fait insignifiant car la puissance espagnole n'est plus rien à cette époque, mais c'est de là effectivement que Napoléon va commencer à perdre petit à petit pied. En réalité, c'est déjà au large de l'Espagne, à Trafalgar, le 21 octobre 1805, que Napoléon a connu son premier échec avant même la guerre en Espagne, puisque la défaite de la flotte franco-espagnole à Trafalgar va empêcher les troupes françaises de débarquer en Angleterre.
En 1805, effectivement, Napoléon avait décidé d'abattre en fait l'adversaire principal de la France, celui qui montait finalement toutes les coalitions contre la France depuis 1793 et son entrée en guerre. C'est bien sûr l'Empire britannique. Et donc Napoléon n'arrive pas à débarquer en Angleterre puisque la flotte anglaise de l'amiral Nelson arrive à vaincre la flotte française et espagnole. Les Espagnols détestant les Anglais pour des raisons de colonie, de guerre coloniale en Amérique, etc. Et donc Napoléon va leur tenter quelque chose qui n'a jamais été réussi dans l'histoire, c'est-à-dire la domination continentale pour contrer la domination navale. Il a failli réussir grâce à la mise en place d'un blocus qui devait étouffer économiquement les Anglais. Et effectivement, ça a été assez proche de réussir, puisque en faisant la conquête des principaux pays européens, il a coupé l'approvisionnement économique des Anglais qui ont eu des années extrêmement dures, extrêmement pénibles au niveau économique, au niveau commercial, mais ils ont tenu, ils n'ont pas craqué. Et donc Napoléon va être, suite à cette bataille de Trafalgar, entraîné dans toute une série de guerres continentales qui vont finir par causer sa perte. Et donc les Français, qui étaient vus pendant les guerres révolutionnaires plutôt comme des libérateurs, ils apportaient avec eux les droits de l'homme, la République, etc., vont apparaître de plus en plus arrogants et l'oppression française va montrer son vrai visage. Le vrai visage de l'Empire, c'est un impérialisme de plus en plus dominateur. C'est parce que le blocus cause évidemment des troubles économiques pour les pays conquis par les Français également. Les Français pillent les richesses, les œuvres d'art, etc. Et puis au total, les guerres de Napoléon vont provoquer la mort de 2,5 millions de soldats, de 1 million de civils qui ont été tués en Europe. En plus de ça, il y aura une censure importante, une surveillance policière. La plupart des Français étaient désinformés par la propagande de Napoléon et la censure de la presse, qui effectivement vantait la gloire des armées impériales. Jusqu'à 1805, c'est vrai que Napoléon gagne ses batailles relativement facilement. Et effectivement, le fait qu'il a mis au point cette nouvelle tactique, notamment au niveau de l'artillerie, il avait fait des études d'ingénieur et dans l'artillerie, et donc la puissance de feu de l'armée de Napoléon était redoutable. Et surtout, le moment le plus dangereux quand on affrontait Napoléon, c'est si jamais on commençait à reculer, à essayer de quitter le champ de bataille. C'est à ce moment-là qu'il lançait sa cavalerie pour effectivement causer encore plus de pertes. Napoléon fait vraiment la guerre pour détruire l'armée adverse. Contrairement aux guerres d'avant Napoléon, qui étaient effectivement des guerres où, une fois qu'on a quitté le champ de bataille, la bataille est terminée, on se respecte un peu de manière chevaleresque. Tout ça, c'est terminé. Et à partir de 1807, les adversaires de Napoléon ont commencé à le comprendre. Les premiers qui ont compris, c'est les Russes. Et en 1807, lors de la bataille d'Eylau, les Russes décident de résister. Les Russes décident de tenir. Ils perdent la bataille, mais il y a 10 000 morts français et 12 000 morts russes. C'est une véritable boucherie. Pour la première fois, Napoléon a été obligé d'utiliser ses troupes d'élite, sa garde impériale. Et petit à petit, les autres vont copier aussi ça. À Wagram, en juillet 1809, quand les Autrichiens vont vouloir une nouvelle fois affronter les Français, c'est 27 000 Français qui meurent contre 23 000 Autrichiens. Et donc, petit à petit, c'est de moins en moins facile pour Napoléon. Peut-être que l'Arc de Triomphe célèbre toutes ses victoires, mais ces victoires prennent de plus en plus de guillemets. Ce qui est atroce dans les guerres napoléoniennes, c'est que la moitié au moins de tous ces morts, ce sont des pauvres soldats qui ont agonisé de leurs blessures durant des heures pendant la nuit sur le champ de bataille. Les services de secours étaient très peu développés à l'époque. Les armes, en réalité, on avait très peu de blessures mortelles du premier coup. Et donc, c'est surtout les infections, les maladies et les nuits avec le sang qui s'écoule lentement qui ont été en fait les causes de toutes ces pertes. En 1812, Napoléon fera son erreur fatale. Est-ce par un orgueil démesuré ou pour achever le blocus continental puisque la Russie devait soi-disant participer au blocus mais ne continuer à commercer quand même avec les Anglais? Ou était-ce pour éliminer le dernier adversaire potentiel sur le continent? Ce qui est sûr, c'est que l'immensité de l'espace russe, la ténacité des Russes qui n'ont pas hésité à pratiquer la terre brûlée pour empêcher l'armée de Napoléon de se ravitailler sur le terrain, brûlant même leur capitale Moscou,
Et la propagation du typhus va totalement anéantir la grande armée de Napoléon qui avait réuni effectivement près de 500 000 hommes pour cette conquête. La légende, comme sur ce tableau, évoque plutôt l'hiver russe qui aurait tué Napoléon, mais ce sont plutôt les autres facteurs. Suite à la défaite en Russie, Napoléon est petit à petit chassé de partout et la France même est envahie en 1814. L'empereur doit alors abdiquer, il est lâché par ses généraux, et Louis XVIII, le frère de Louis XVI, est placé sur le trône par les vainqueurs, les grandes puissances, Prusse, Autriche, Russie, et bien sûr la Grande-Bretagne, réunis au Congrès de Vienne. On décide d'exiler Napoléon sur l'île d'Elbe, et voilà ce qui devait être la fin de l'aventure et de l'épopée de Napoléon. Mais devant l'impopularité de Louis XVIII, placé sur le trône finalement par des étrangers, le retour des nobles, le retour du clergé, les Français se rendent compte que même s'il y avait au fur et à mesure du temps une plus grande détestation pour Napoléon, il valait mieux tout de même Napoléon et la puissance de la France. Et donc Napoléon, en mars 1815, revient au pouvoir en France, chasse le roi, officiellement renonce à de nouvelles conquêtes, mais il sait très bien que les grandes puissances refuseront évidemment de négocier avec lui, puisqu'ils veulent que Louis XVIII retourne sur le trône. Et donc Napoléon décide de marcher avec son armée vers Bruxelles, qui est le quartier général de l'armée britannique. Les Britanniques qui étaient en train de rembarquer leur armée et pour qui le port d'Anvers était vital. Napoléon est vaincu par Wellington et surtout par l'arrivée du Prussien Blücher à Waterloo le 18 juin 1815. Cette fois, c'est la défaite évidemment finale pour Napoléon, qui cette fois va être exilé beaucoup plus loin, donc à Sainte-Hélène, une île perdue au milieu de l'Atlantique, plus ou moins le long des côtes africaines. Malgré la défaite de Waterloo, malgré les morts, les millions de morts, malgré son attitude tyrannique, il y a un mythe héroïque de Napoléon qui va s'accroître. Le courage de l'armée française seule contre toute l'Europe, la fameuse phrase à la bataille de Waterloo, la garde meurt mais ne se rend pas. Tout ça fut amplifié par toute la littérature française du XIXe siècle, nostalgique de cette période napoléonienne où la France dominait l'Europe. Un grand représentant, c'est Victor Hugo, qui a d'ailleurs écrit de magnifiques lignes sur la bataille de Waterloo. L'exil, en plus, de Napoléon à Sainte-Hélène, le fait qu'il va rédiger là-bas ses mémoires qui racontent forcément sa version de l'histoire tout à sa gloire, et puis son décès en 1821, prisonnier des Britanniques quelque part, ne vont faire qu'accroître la dimension mythique du personnage, qui reste un personnage très controversé dans l'histoire, à la fois pour certains sujet d'une haine absolue, et pour d'autres d'une admiration absolue. Même ses ennemis, même ses adversaires finalement, admirait ce personnage et donc il a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'Europe. Il a, à sa manière également, participé à des changements fondamentaux dans l'histoire de l'ensemble du continent européen.